la berline de luxe, sombre et imposante, s'est arrêtée dans un crissement de pneus sur le gravier, soulevant un nuage de poussière fine qui est venu ternir sa carrosserie impeccable. Nicolas Dubois est sorti, et la chaleur écrasante de la Provence l'a frappé comme une claque, un contraste brutal avec la fraîcheur aseptisée de l'habitacle. 7 ans. Cette année à construire une forteresse de richesse et de pouvoir à New York, et il se retrouvait ici, à Valençol, devant le portail délabré d'une ferme qui symbolisait tout ce qu'il avait fui. Il serrait dans sa main une simple feuille de papier, une lettre anonyme dont la calligraphie lui était pourtant étrangement familière. Une seule phrase, énigmatique et impérieuse, « Tu dois voir ce que tu as laissé derrière toi ». Ces mots avaient tourné en boucle dans son esprit, un écho persistant qui avait court-circuité sa logique de PDG. Il n'était pas un homme d'impulsion, mais il était là, obéissant à un fantôme du passé. Au-delà du portail, une silhouette féminine était penchée sur la terre. Le soleil couchant nimbait ses cheveux blonds, coupés plus courts qu'autrefois et contenus par un foulard. Une douleur sourde et familière a pincé le cœur de Nicolas. Sandrine Martin. Le nom a résonné en lui, chargé de souvenirs qu'il avait méticuleusement tenté d'ensevelir sous des couches de travail et de succès. Elle était là, vivante, plus forte qu'il ne l'avait jamais vue, le visage et les bras maculés de terre. Et elle souriait. Un sourire authentique, qui ne demandait rien, un sourire qui semblait puiser sa source dans la terre même qu'elle travaillait. Il est resté là, fasciné et déconcerté. Le fossé qui les séparait était abyssal. Lui, dans son costume impeccable, symbole de sa réussite matérielle, elle, les mains nues dans le sol, incarnant une liberté qu'aucun de ses milliards ne pourrait jamais acheter. Il a tenté de se persuader que cette scène ne l'atteignait pas, qu'il était un simple observateur. Mais il mentait. Une partie de lui, qu'il croyait morte, venait de se réveiller. Lorsque les yeux de Sandrine se sont posés sur lui, son sourire a disparu, remplacé par un masque de froideur. Le temps s'est figé. Elle a laissé choir sa pelle, essuyant ses mains sur la toile usée de son jean, et a planté son regard dans le sien. Sa voix, lorsqu'elle a parlé, était aussi acérée qu'une lame. Eh bien, le prince de la grande ville daigne enfin revenir. Nicolas a eu du mal à déglutir, s'efforçant de maintenir une façade de contrôle. Bonjour, Sandrine. Cela fait longtemps. 7 ans, si on veut être précis. Elle a croisé les bras, une barrière invisible mais infranchissable. Et tu te montres maintenant. Quelle en est la raison? Il a brandi la lettre, comme une preuve à décharge. J'ai reçu ceci. Elle a haussé un sourcil, son ton dégoulinant d'ironie. Ce n'est pas de moi, a-t-elle répliqué. Je ne communique pas avec les spectres. Il a pris une inspiration. La lettre disait que je devais voir ce que j'avais laissé derrière moi. Un rire bref, dénué de toute joie, s'est échappé des lèvres de Sandrine. Alors, ouvre grand les yeux, Nicolas. Car ce que tu as laissé a appris à prospérer sans toi. Ces paroles l'ont touché plus durement qu'un coup physique. Il a cherché une réplique, mais elle lui a tourné le dos, se remettant au travail avec une détermination qui signifiait la fin de l'entretien. Il était sur le point de battre en retraite lorsqu'un son cristallin a atteint ses oreilles, un rire d'enfant, provenant de la maison. Son regard s'est tourné, comme attiré par un aimant. À la fenêtre de l'étage, une petite fille l'observait, le visage empreint d'une curiosité enfantine. Des cheveux roux, une peau diaphane et des yeux. Des yeux d'un gris bleu intense. Ses yeux. Le monde de Nicolas a basculé. Le temps, la chaleur, les cigales, tout a disparu. Il n'y avait plus que ce regard, un reflet impossible de lui-même. Le cœur de Nicolas s'est emballé, une reconnaissance instinctive et terrifiante. Sandrine a suivi son regard et son visage s'est pétrifié. Chloé, a-t-elle appelé, sa voix un mélange d'alarme et de commandement. Rentre tout de suite. L'enfant a disparu. Nicolas est resté les yeux rivés sur la fenêtre vide, son esprit luttant pour assembler les pièces d'un puzzle inconcevable. Qui est-elle, Sandrine, a-t-il demandé d'une voix étranglée. Sandrine s'est approchée, son visage une forteresse impénétrable. Cela ne te regarde en rien. Mais cet enfant. Elle a, tais-toi, Nicolas. Son ton était glacial, définitif. Tu as renoncé au droit de poser des questions il y a 7 ans. Il a tenté de garder son sang-froid, mais une faille venait de s'ouvrir en lui. Est-ce que tu es en train de me dire que... Je suis en train de te dire de partir. Sa voix était dure, mais ses yeux trahissaient une profonde blessure.
Valençol n'est plus un endroit pour toi. Il voulait argumenter, mais la douleur dans sa voix l'a arrêté. Ce n'était pas de la colère, c'était un chagrin ancien et profond. Et il en était la cause. Il a baissé les yeux. Tu vas bien? Un rire sans humour a accueilli sa question. Je n'ai jamais été aussi bien. Et ne crois pas que tu peux réparer quoi que ce soit avec ton argent de New York. La vie ici ne se paie pas en chèque. Il a songé à lui avouer ses regrets, les nuits blanches passées à se remémorer leur passé. Mais son regard l'en a dissuadé. Les mots seraient vains. Il a reculé. En se dirigeant vers sa voiture, il a aperçu une dernière fois la silhouette de la petite fille derrière la vitre. Sa petite main était posée sur le carreau, comme si elle cherchait à le toucher, à comprendre. Il ne pouvait pas détacher son regard. Cet enfant réveillait en lui des émotions qu'il croyait avoir éradiquées. Sandrine, remarquant son trouble, a durci son expression. Cette discussion, Nicolas, est reportée à une date indéterminée. Il a hoché la tête, mais le doute était planté en lui, une graine qui allait germer et devenir une obsession. En démarrant, il a vu le rideau bouger. Ses yeux gris-bleus le suivaient. Le chemin du retour lui a semblé une éternité. Sur le siège, la lettre semblait le narguer. Tu dois voir ce que tu as laissé derrière toi. Qui l'avait envoyé? Et pourquoi? Mais une seule question primait sur toutes les autres, cette petite fille. Était-ce possible? Pour la première fois depuis des lustres, l'homme qui possédait tout a eu peur. Peur de perdre la seule chose qui ait jamais vraiment compté. Dans la maison, une petite voix a demandé, « Maman, qui était cet homme ?» Sandrine a répondu d'un souffle, « Un fantôme, mon trésor. » Rien qu'un fantôme. Mais elle savait que les fantômes ne reviennent hanter les vivants que pour régler des affaires inachevées. La nuit est tombée sur Valençol, épaisse et veloutée. Nicolas a erré en voiture dans les ruelles du village. La boulangerie, la station-service, le petit parc avec ses bancs en bois. Tout était à sa place, immuable, comme une photographie jaunie de son passé. Il s'est agrippé au volant. Il aurait dû ignorer cette lettre, rester dans sa tour d'ivoire à New York, où la vie était une série d'équations logiques. Mais il ne le pouvait pas. Pas après avoir vu ce regard. Il s'est garé devant le gîte de l'Olivier, une bâtisse blanche et accueillante. La propriétaire, Madame Monique Duval, une femme d'un certain âge, l'a reconnue sur le champ. Nicolas Dubois, mon Dieu, comme le temps a passé. Il a esquissé un sourire forcé. Bonsoir, Madame Duval. J'aurais besoin d'une chambre. Elle lui a tendu la clé avec une curiosité bienveillante mais sans poser de questions. En montant l'escalier qui grinçait sous ses pas, il a senti le poids de son retour. Il était de retour là où il s'était juré de ne jamais revenir. Et pourquoi? Pour une simple suspicion. Cette fille, Chloé. Serait-ce possible? Dans sa chambre, il s'est effondré sur le lit, la tête entre les mains. Il ne savait rien. Sandrine s'était-elle remariée? Avait-elle refait sa vie? Cet enfant était-il celui d'un autre? Mais une voix intérieure, irrationnelle et puissante, lui criait le contraire. Ses yeux. Ses yeux. Il s'est approché de la fenêtre, regardant au loin les lumières de la ferme. Le doute le consumait. Mais il ne pouvait pas exiger des réponses. Pas après 7 ans de silence. Il lui fallait une stratégie. Et pour la première fois de sa vie, le grand Nicolas Dubois était à court d'idées. Le lendemain, le soleil de Provence l'a réveillé. Le silence du village contrastait avec le vacarme incessant de New York. Ici, seul le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les oliviers perturbaient la quiétude. Après un café rapide, il est sorti. Ses pas l'ont mené, comme malgré lui, vers la ferme. Il s'est arrêté à distance, se sentant ridicule. Si tu comptes sonner à la porte, sache que je n'ouvrirai pas, il s'est retourné. Sandrine était là, de l'autre côté de la clôture, une boîte à outils à la main, des gants de travail aux mains. Ses cheveux étaient relevés en une queue de cheval en bataille, et une tache de graisse barrait sa joue. Elle le regardait avec un mélange d'amusement et d'exaspération. Je passais juste dans le coin. Bien sûr. New York est la porte à côté. Elle a levé les yeux au ciel et s'est dirigée vers une section endommagée de la clôture. Il l'a suivie. Besoin d'aide. Un rire bref a été sa seule réponse. Pour faire quoi, au juste?
Appelez ton assistante personnelle pour qu'elle répare ma clôture. Il a ignoré la pique. Je ne suis pas complètement inutile de mes mains. Ah oui? Elle s'est retournée, une main sur la hanche. Nomme-moi une seule chose que tu saches faire sans l'aide de ton chéquier. Il a ouvert la bouche, mais aucun exemple ne lui est venu à l'esprit. Un sourire triomphant a illuminé le visage de Sandrine, puis elle s'est remise au travail. Il l'a regardé s'acharner sur un clou récalcitrant. Le bois était vieux, la tâche plus ardue qu'il n'y paraissait. Le clou s'est tordu. Elle a juré, l'a arraché et a recommencé. Cette fois, le marteau lui a échappé et a atterri lourdement sur son pied. Aïe! Merde! Elle a sautillé sur une jambe, grimaçant de douleur. Il s'est précipité. Tu n'as rien. Tout va bien, a-t-elle ironisé. J'adore me marteler les pieds de bon matin. C'est mon yoga à moi. Il n'a pas pu s'empêcher de sourire. Elle a cessé de sautiller et l'a fusillé du regard. Tu te moques de moi. Non, c'est juste que... Son sourire s'est élargi. Si, tu te moques. Au lieu de rester planté là, tu pourrais être utile. Il a ramassé le marteau. Laisse-moi essayer. Monsieur le PDG se découvre une vocation de bricoleur. Elle s'est écartée, sceptique. Il a positionné le clou et a frappé. Le clou est entré de travers. Sandrine a éclaté de rire. Impressionnant. Vraiment. Il a soupiré. Le bois est pourri. Il faut le changer. Sans blague. Elle lui a arraché le marteau des mains. Pousse-toi de là avant de causer plus de dégâts. Il a obéi mais est resté. Elle a réessayé, a trébuché sur une pierre et a failli s'étaler de tout son long. Elle s'est rattrapée in extremis et s'est mise à rire d'elle-même. Sandrine, sérieusement, ça va, a-t-il demandé, inquiet. Parfaitement, a-t-elle répondu en s'époussetant. Journée productive, un pied écrasé, une quasi-chute, et un public pour admirer le spectacle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que... Tu as l'air heureuse. Son sourire s'est estompé. Ça t'étonne? Non. Je te pensais juste. Différente. Différente comment? En larmes, attendant ton retour? Ce n'est pas ça. Alors quoi, Nicolas? Il est resté silencieux. Elle a soupiré et a repris son travail. La légèreté s'était envolée. Après un moment, il s'est lancé. La petite fille d'hier. Chloé. Est-ce qu'elle? Non. Sa réponse a été immédiate et sans appel. On n'aura pas cette conversation. Sandrine, je veux juste savoir. Et moi, je veux que tu fiches le camp. Elle s'est retournée, le visage fermé. Tu ne peux pas débarquer après 7 ans et exiger des réponses. J'ai le droit de savoir. La vérité? Elle s'est approchée, les yeux lançant des éclairs. La vérité, c'est que tu m'as abandonné. Tu as choisi ta carrière, ton argent, ta vie de luxe à New York. Et maintenant, tu voudrais un droit de visite sur la mienne? Il a tenté de garder son calme. Je veux juste comprendre. Alors comprends ceci, mêle-toi de tes affaires. Sa voix était un coup près. Il est resté là, abasourdi. Elle a ramassé ses outils. J'ai du travail. Il l'a regardé s'éloigner, droite et fière. Il avait franchi une limite. Mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. En repartant, il a jeté un dernier regard à la maison. Le rideau de la fenêtre de l'étage a bougé. Un visage d'enfant l'observait. Son cœur s'est serré. Il découvrirait la vérité. Coûte que coûte. L'aube peinait à percer les nuages. Nicolas n'avait pas fermé l'œil. L'image de Chloé, la dureté de Sandrine, tout se bousculait dans sa tête. La ressemblance était trop frappante pour être une coïncidence. Après un café amer au gîte, il est ressorti, sans but précis, mais ses pas l'ont inévitablement ramené près de la ferme. Cette fois, il est resté à l'écart, dissimulé par un bosquet d'oliviers. Il se sentait pathétique, mais la nécessité de savoir était plus forte que sa fierté. C'est alors qu'il a entendu un rire cristallin près du ruisseau qui bordait la propriété. Il s'est approché à pas de loup. C'était Chloé. Elle jouait seule au bord de l'eau, construisant un petit barrage de cailloux.
Vêtue d'une robe simple et de bottes en caoutchouc, ses cheveux roux prenaient feu sous les premiers rayons du soleil. Il l'a observée, le cœur serré. Elle semblait si complète. Elle riait, parlait aux pierres, fredonnait une chansonnette. Une scène d'une pureté désarmante. Soudain, elle a levé la tête et a regardé dans sa direction. Il s'est immobilisé. Elle a froncé les sourcils. Y a quelqu'un, a-t-elle demandé d'une voix claire. Il n'a pas bougé, mais une branche sèche a craqué sous son pied. Le son a claqué dans le silence matinal. Les yeux de Chloé se sont agrandis. Je sais que vous êtes là, a-t-elle déclaré, les mains sur les hanches, une réplique miniature de Sandrine. Il a soupiré. Autant se montrer. Il est sorti de sa cachette, les mains en l'air. Pardon, je ne voulais pas t'effrayer. Elle l'a dévisagé, méfiante mais pas effrayée. C'est vous, le monsieur de la grosse voiture. Il a souri. C'est moi. Et toi, tu es la petite fille qui n'a pas froid aux yeux. Elle a haussé les épaules. Maman dit qu'il faut se méfier des inconnus, mais vous n'avez pas l'air méchant. Juste l'air triste. Son innocence l'a désarmé. Tu as raison, je crois. Elle s'est approchée. Qu'est-ce que vous faites là? Je me promène. Vous m'espionnez, plutôt. Je vous ai vu. Elle avait décidément le franc-parler de sa mère. Il a ri, un peu gêné. Tu es perspicace. Maman dit que je suis trop curieuse. Elle dit ça quand je pose des questions qui la dérangent. Quel genre de questions? Par exemple, pourquoi j'ai pas de papa, moi? Le silence est tombé, lourd. Nicolas a senti le sol se dérober sous ses pieds. Il a voulu parler, mais les mots ne venaient pas, mais c'est pas grave, a-t-elle continué. Ma maman, elle est super forte. Elle sait tout faire, réparer la clôture, conduire le tracteur, et même faire les meilleures tartes aux abricots. Elle a l'air formidable. Elle l'est. Et elle est drôle aussi. Hier, elle est tombée dans la boue. On aurait dit un gros cochon. Il a ri en l'imaginant. Elle n'était pas fâchée? Non, elle a tellement ri qu'elle en pleurait. Le rire de Chloé était contagieux. Il s'est senti plus léger, l'espace d'un instant. C'est alors que la voix de Sandrine a retenti, tranchante. Chloé! Elles se sont figées. Sandrine arrivait, le visage fermé, les yeux lançant des foudres. Chloé, à la maison. Tout de suite. Mais maman, J'ai dit, tout de suite. Son ton ne souffrait aucune discussion. Chloé a jeté un dernier regard à Nicolas, puis a obéi. Une fois l'enfant parti, Sandrine s'est tournée vers lui, tremblante de rage. À quoi tu joues? Je ne faisais que rôder autour de ma fille. Tu as perdu la raison. Ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais juste la voir. La voir? Un rire glacial s'est échappé de ses lèvres. Tu n'as aucun droit. Ni celui de t'approcher d'elle, ni celui de lui parler. Il a pris une profonde inspiration, s'efforçant de rester calme. Sandrine, j'ai besoin de savoir. Savoir quoi? Il l'a regardée droit dans les yeux. Est-elle ma fille? Le silence était total, oppressant. Le regard de Sandrine était un champ de bataille. Finalement, sa voix est tombée, froide comme la pierre. Tu as perdu le droit de poser cette question il y a 7 ans. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que tu obtiendras. La frustration a explosé en lui. Pourquoi? Pourquoi cette cruauté? Parce que tu ne mérites pas la vérité. A-t-elle crié, sa voix se brisant. Tu es parti, Nicolas. Tu as choisi ta vie dorée et tu ne t'es jamais retourné. Et tu crois pouvoir revenir ici et réclamer des comptes? J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Mais j'ai le droit de savoir si j'ai un enfant. Un droit? Elle a fait un pas vers lui, les yeux brillants de larmes et de colère. On n'acquiert pas de droit en fuyant ses responsabilités. On n'acquiert pas de droit en brisant des vies. Il est resté sans voix. Elle a repris son souffle. Fiche le camp, Nicolas. Retourne à New York. Laisse-nous tranquilles. Je ne partirai pas, a-t-il affirmé. Pas sans réponse. Alors prépare-toi à attendre longtemps. Elle lui a tourné le dos et est partie. Il est resté là, anéanti.
Il avait tout gâché. Encore. Il est retourné au gîte, le cœur en miettes. Son téléphone a sonné. C'était Valérie Leclerc, son assistante. Monsieur Dubois, enfin. J'ai essayé de vous joindre. Qu'y a-t-il, Valérie? Un gros problème. Des contrats majeurs ont été annulés. Des fournisseurs clés se sont retirés. Les actionnaires exigent une réunion d'urgence. Annulée? Par qui? Nous ne savons pas. C'est comme un sabotage interne. Le sang de Nicolas s'est glacé. Sabotage? Oui, monsieur. Si nous n'intervenons pas, l'entreprise pourrait s'effondrer. Il a regardé par la fenêtre, en direction de la ferme. Il devait y retourner. C'était son devoir, son empire. Mais pour la première fois de sa vie, il a hésité. J'ai besoin de quelques jours de plus, Valérie. Mais monsieur, c'est critique. Je sais. Mais il y a des choses plus importantes que l'argent. Un silence stupéfait a accueilli sa réponse. Monsieur, tout va bien? Il a eu un sourire amer. Je crois que oui, pour la première fois depuis longtemps. Il a raccroché. Quelqu'un essayait de le ruiner. Et pour la première fois en 7 ans, il s'est rendu compte que cela lui était presque égal. Ce qui comptait était de l'autre côté de cette clôture. Et il ne renoncerait pas. Les 2 jours suivants furent un supplice. Nicolas a tout tenté pour approcher Sandrine, en vain. Elle l'évitait avec une habileté consommée. Chaque regard esquivé, chaque porte fermée était une nouvelle blessure. Le 3e jour, tout a basculé. Au petit déjeuner, il a surpris une conversation. Tu as entendu pour la ferme de Sandrine? Une grosse société de construction veut racheter ses terres pour en faire un complexe de luxe. Et elle va vendre? Jamais de la vie. Mais il lui met une pression terrible. Une société de construction. Pression. Un mauvais pressentiment l'a envahi. Il a appelé Valérie. Vérifie si nous avons des projets de développement à Valençol. Après une courte pause, elle a confirmé. Oui, monsieur. Un projet d'acquisition de terres pour un développement résidentiel haut de gamme. Son sang s'est figé. Qui a autorisé ça? Le projet a été initié il y a 3 mois. Il est supervisé par monsieur Philippe Moreau. Philippe Moreau. Son ancien associé, l'homme qui l'avait évincé de la direction. L'homme qui, sans aucun doute, était derrière le sabotage de l'entreprise. Et maintenant, il voulait la ferme de Sandrine. Ce n'était pas une coïncidence. Il a couru jusqu'à la ferme. Il l'a trouvée dans la grange. Sandrine, il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire. Ça concerne la société qui veut tes terres. Elle s'est immobilisée et s'est tournée vers lui. Comment es-tu au courant? C'est ma société. Le silence qui a suivi était électrique. La colère a déferlé sur le visage de Sandrine. Bien sûr. J'aurais dû le deviner. Tu n'es pas revenu pour une lettre. Tu es revenu pour ma ferme. Non, Sandrine, je l'ignorais. Menteur, a-t-elle crié. Tu as toujours été un menteur. Je viens de l'apprendre. Le projet a été lancé avant mon arrivée à la tête de l'entreprise. Comme c'est commode. Et je suis censé te croire? Il s'est approché. Sandrine, s'il te plaît. Je sais que je n'ai aucune crédibilité à tes yeux. Mais je te dis la vérité. Je ne suis pas là pour ta ferme. Alors pourquoi? Pour la lettre. Pour Chloé. Le nom a plané entre eux. Elle a détourné le regard. Je veux juste la vérité, Sandrine. La vérité? A-t-elle explosé? La vérité, c'est que tu n'as aucun droit de revenir ici et de foutre le bordel dans ma vie. J'ai bâti tout ça seul, et tu crois que tu peux. Dans sa fureur, elle a heurté un seau rempli de boue. Le seau a basculé et son contenu s'est déversé sur Nicolas. Il est resté figé, couvert de boue de la tête aux pieds. Un silence de mort. Puis Sandrine a éclaté de rire. Un rire franc, libérateur. Oh mon Dieu! Tu es un monstre des marais. Il s'est regardé, et contre toute attente, il a ri aussi. Tu trouves ça drôle? Hilarant. Maintenant, tu es paré pour le travail à la ferme.
Elle lui a tendu un vieux chiffon. Tiens, avant d'effrayer les poules. Ça ne partira pas comme ça. Bienvenue dans la vraie vie, monsieur le PDG. Son sourire était différent, plus léger. La tension s'était dissipée. Il a saisi l'occasion. Sandrine, je te jure que j'ignorais tout de ce projet. Et je ferai tout pour l'arrêter. Son sourire s'est effacé. Pourquoi? Parce que cette ferme, c'est ton rêve. Et parce que je t'ai déjà trop pris. Elle a détourné le regard. On ne peut pas effacer le passé, Nicolas. Non. Mais on peut essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Après un long silence, elle a soupiré. Tu es couvert de boue. Tu vas faire peur à ma fille. Je peux me rincer ici? Elle a hésité, puis a acquiescé. Le tuyau d'arrosage est dehors. L'eau est froide. Il a souri. Merci. En partant, elle s'est retournée. Nicolas? Si tu me mens, je te jure que tu le regretteras. Je ne mens pas, pour la première fois depuis son retour, une lueur d'espoir a percé les ténèbres. De retour au gîte, il a plongé dans les dossiers de l'entreprise. Ce qu'il a découvert était pire que ce qu'il imaginait. Philippe n'utilisait pas seulement le projet pour acheter la ferme, mais pour siphonner les fonds de l'entreprise à travers un réseau de faux contrats et de fournisseurs fantômes. Il ne s'agissait pas seulement de la ferme de Sandrine, mais de la survie de sa propre entreprise. Philippe menait une guerre totale, un mélange de sabotage, de fraude et de vengeance personnelle. Il a fermé son ordinateur, le cœur battant à tout rompre. Il devait protéger Sandrine. Il devait arrêter Philippe. Mais par où commencer? Il a envoyé un message à Valérie, j'ai besoin de tous les documents sur le projet Valensole. Et d'un rapport complet sur les activités de Philippe Moreau ces 6 derniers mois. Compris, monsieur. Mais ça risque d'être sale. Ça l'est déjà. Il est temps de faire le ménage. Il a regardé vers la ferme. Sandrine et Chloé dormaient, ignorant la tempête qui se préparait. Cette fois, il serait leur rempart. Quoi qu'il en coûte. Nicolas se réveilla avec une nouvelle détermination. Puisque Sandrine refusait son aide, il agirait différemment. L'occasion se présenta sous la forme du marché hebdomadaire de Valensole, mentionné par Madame Duval. Sandrine y tient toujours un étal. La pauvre, elle fait tout toute seule. Sans hésiter, Nicolas se rendit sur la place du village, un lieu vibrant de couleurs et d'odeurs. Il y avait des étals de fruits, de légumes, de fleurs, du pain frais, et au milieu de l'agitation, il y avait Sandrine. Elle était là, arrangeant ses produits avec une concentration farouche. Il s'approcha. Un coup de main. Elle sursauta. Toi, encore? Bonjour à toi aussi. Nicolas, je n'ai pas besoin de ton aide. Je sais. Mais je te la propose quand même. Elle le jaugea. Tu y connais quelque chose en légumes. Quelle peut être la difficulté? Elle a ri. Célèbre dernier mot. Mais elle ne l'a pas chassé. D'accord. Mais la moindre erreur, et tu es viré. Il sourit. Entendu. Une demi-heure plus tard, il était au bord du licenciement. Une vieille dame, Madame Marie Lambert, lui demanda des tomates bien mûres. Il attrapa les plus rouges. Elle en tâta une et fronça les sourcils. Celle-ci est verte à l'intérieur, mon petit. Sandrine intervint en retenant un fou rire. Laissez-moi faire, Madame Lambert. Une fois la cliente partie, elle se tourna vers lui. Une tomate verte? Elle était rouge. Il faut les tâter, Nicolas. Ce n'est pas un cours en école de commerce, c'est du bon sens paysan. Le client suivant demanda une laitue. Nicolas annonça un prix au hasard. 3 €. 3 €, s'exclama Sandrine. C'est 1,50 €. L'homme a ri. Vous essayez de m'escroquer, jeune homme? Sandrine a pris les choses en main. Une fois seule, elle a croisé les bras. Tu es un désastre. Je commence à m'en rendre compte. C'est presque un talent à ce niveau. Mais elle souriait. Et ce sourire valait toutes les humiliations du monde. Au fil de la matinée, il a commencé à apprendre. Choisir les tomates, peser les carottes, rendre la monnaie. Il s'est même surpris à y prendre plaisir. Il a servi une petite fille qui voulait des fraises, choisissant les plus belles avec soin.
Sandrine l'observait, son regard adouci. Tu fais des progrès. J'ai un bon mentor. Elle a levé les yeux au ciel, mais son sourire ne l'a pas quitté. En milieu d'après-midi, un coup de vent a renversé une pile de caisses vides. En se précipitant, il a trébuché et a failli dévaster l'étal. Sandrine a éclaté de rire. Tu es une catastrophe ambulante. Merci du compliment. Sérieusement, comment tu survis à New York? Les trottoirs y sont moins dangereux que tes carottes. Pour la première fois depuis des années, ils ont ri ensemble, d'un rire simple et sans entrave. Un moment de grâce. Un moment d'espoir. À la fin du marché, ils ont tout remballé. Merci pour ton aide, a-t-elle dit, sincèrement. Ce fut un plaisir, malgré les risques professionnels. Tu n'as pas été si mauvais. Juste incroyablement maladroit. Je prends ça comme un compliment. N'en demande pas trop. Un silence s'est installé entre eux, chargé d'une familiarité retrouvée. Je dois rentrer, a-t-elle finalement dit. Je peux t'accompagner? Juste pour décharger. Elle a hésité, puis a accepté. De retour à la ferme, il a déchargé les caisses. Pendant qu'elle était à l'intérieur, il a remarqué la vieille balançoire, cassée. Spontanément, il a attrapé des outils et s'est mis à la réparer. Il a changé la corde, poncé le siège, renforcé la structure. Un travail manuel, simple, qui lui a procuré une satisfaction inattendue. Sandrine est sortie et l'a observée, silencieuse. Qu'est-ce que tu fais? Je la répare. Tu te souviens? Bien sûr qu'elle se souvenait. C'était leur balançoire, le témoin de leur rêve de jeunesse. Elle s'est approchée, méfiante. Pourquoi? Parce qu'elle était cassée. Et parce que j'en avais envie. Elle s'est assise dessus, se balançant doucement. J'avais oublié son existence. Pas moi. Elle l'a regardé, son expression soudainement vulnérable. Nicolas, qu'est-ce que tu veux? Une seconde chance. Ou au moins, une vraie conversation. On a déjà eu cette conversation. Non. On s'est affronté. C'est différent. Elle est restée silencieuse. Il s'est assis à ses pieds. Je sais que j'ai tout gâché. Mais tu me manques. Nous me manquons. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Ne fais pas ça. Désolé. Il fallait que ça sorte. Elle s'est levée brusquement. Il se fait tard. Tu devrais y aller. Sandrine, il fait nuit. Le gîte est loin. Pourrais-je rester ici, cette nuit? Sur le canapé? Elle a semblé déconcertée. Ce n'est pas une bonne idée. Je sais. Mais s'il te plaît. Elle a soupiré, vaincue. D'accord. Juste pour cette nuit. Dans la chambre d'amis. Merci. Elle lui a montré la chambre. En partant, elle s'est arrêtée. Nicolas? Merci pour aujourd'hui. C'était agréable. Pour moi aussi. Seul, il s'est assis sur le lit, la tête pleine. Il a regardé son téléphone. Un nouveau message, d'un numéro inconnu. Si tu continues à fouiner, tu perdras tout, l'entreprise et la famille que tu crois avoir. Le sang de Nicolas s'est glacé. Philippe. Il le menaçait. Il menaçait Sandrine et Chloé. Cette fois, il ne fuirait pas. Il les protégerait. Quoi qu'il en coûte. Nicolas n'a pas pu dormir. Le message de menace tournait en boucle dans sa tête. C'était l'œuvre de Philippe, il en était certain. Mais comment avait-il su pour Chloé? Le premier coup de tonnerre l'a fait sursauter. Dehors, une tempête se préparait. Des pas précipités dans le couloir. C'était Sandrine. Il a ouvert sa porte. L'orage est violent. Je dois m'occuper des animaux. Je t'aide. Un éclair a zébré le ciel. D'accord, viens. Dehors, un déluge s'abattait sur eux. Les chevaux, a crié Sandrine. Ils ont couru vers l'écurie et ont mis les bêtes en sécurité. Les poules. J'ai oublié les poules. Elle est repartie en courant. Il l'a suivie. Dans le poulailler, elle a compté. Il en manque 3. Il a cherché dans la nuit et sous la pluie battante, trouvant les fugitives une par une.
Il les a ramenés. À ce moment précis, un éclair a frappé la grange. Le flash les a aveuglés, suivi d'un fracas assourdissant. Le toit de la grange était en feu. Non. A hurlé Sandrine, se précipitant. Il l'a suivi. Ensemble, ils ont lutté contre les flammes, une bataille désespérée contre les éléments. L'eau de la pluie et celle du tuyau d'arrosage ont fini par avoir raison du brasier. Épuisés, trempés et couverts de suie, ils se sont effondrés. Sandrine a commencé à rire, un rire au bord de l'hystérie. C'est ridicule. Tout est ridicule. Il l'a regardé, et il s'est mis à rire aussi. Un rire de soulagement, de folie. On a failli y passer, a-t-elle dit entre deux hoquets. Et tu en ris. Si je ne ris pas, je pleure. Son rire s'est éteint. Ce n'est pas que la grange, Nicolas. C'est tout. C'est toi. Ton retour. Le chaos. Je t'ai aimé. Plus que tout. Et tu es parti. Sa voix était brisée. Je le sais. Et j'étais un imbécile. Le plus grand des imbéciles. J'ai passé 7 ans à le regretter. Chaque jour. Elle a détourné le regard, ses larmes se mêlant à la pluie. Te voir aujourd'hui, voir ce que tu as accompli. Je comprends l'ampleur de ce que j'ai perdu. Elle s'est relevée. Il est trop tard pour les regrets, Nicolas. Et elle l'a laissé seul sous la pluie. Le lendemain, le soleil a révélé l'étendue des dégâts. Une partie de la récolte était perdue, emportée par les eaux. Sandrine était au milieu du champ dévasté, essayant de sauver ce qui pouvait l'être. Son visage était un masque de désespoir. Laisse-moi t'aider. Tu ne comprends pas, Nicolas. Cette récolte, c'était tout ce que j'avais. Pour payer les factures. Je n'ai plus rien. Je peux t'aider financièrement. Non, a-t-elle crié. Pas de charité. Tu crois toujours que l'argent peut tout régler. Mais ce n'est pas le cas. Je veux juste aider. Alors laisse-moi. Des larmes de rage coulaient sur ses joues. C'est alors que la voix de Chloé les a interrompues. Maman. Je ne me sens pas bien. Et elle s'est effondrée. Sandrine s'est précipitée, l'a prise dans ses bras. Chloé. Mon bébé. Elle est brûlante. À l'hôpital. Maintenant. Il a conduit comme un fou jusqu'à l'hôpital de Manosque. Une infirmière a pris Chloé en charge. Ils ont attendu, une éternité. Le médecin est enfin sorti. C'est une infection respiratoire, rien de grave. Elle va s'en remettre. Sandrine a poussé un soupir de soulagement. Ils sont entrés dans la chambre. Chloé était pâle, mais éveillée. Le médecin s'est tourné vers Nicolas. Vous êtes le père, n'est-ce pas? Le silence était assourdissant. Sandrine n'a rien dit. Le médecin, sentant le malaise, s'est éclipsé. Nicolas s'est approché du lit. Salut, petite. Salut, le monsieur de la grosse voiture. Elle a souri faiblement. Il lui a souri en retour, les larmes aux yeux. Des heures plus tard, Chloé dormait. Ils étaient assis dans le couloir silencieux. Sandrine. Dis-moi la vérité. Elle a gardé le silence. S'il te plaît. Elle a finalement cédé. Oui. Chloé est ta fille. Je t'ai écrit. Les lettres sont revenues. Tu avais disparu. Les avocats de ma famille. Ils ont tout bloqué. C'est une excuse bien pratique. Ce n'est pas une excuse. C'était un enfer. Quand tu es parti, j'étais enceinte de 2 mois. Je l'ai découvert plus tard. J'attendais des jumeaux. Un garçon et une fille. Son cœur a cessé de battre. Des jumeaux? La grossesse a été un calvaire. L'accouchement. Encore pire. Le garçon n'a pas survécu. Elle a éclaté en sanglots. Il est mort à la naissance. Il ne me restait que Chloé. Et j'étais seul. Seul pour l'élever, seul pour pleurer mon fils, seul pour te haïr. Il l'a prise dans ses bras. Elle s'est débattue, puis s'est abandonnée à son chagrin. Je suis tellement désolé, Sandrine. Si j'avais su. Mais tu ne savais pas. Et j'ai tout affronté seul. Je sais.
Et rien ne pourra effacer ça. Mais je te jure que je passerai le reste de ma vie à essayer de me faire pardonner. Elle s'est écartée. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Nicolas. Je comprends. Le médecin est revenu. Chloé resterait en observation pour la nuit. Ils sont retournés dans la chambre. Je reste, a dit Nicolas. Tu n'es pas obligé. Si. C'est ma fille. J'ai déjà perdu trop de temps. Elle s'est assise à côté de lui. Et ensemble, ils ont veillé sur l'enfant qui les unissait. Au matin, le téléphone de Nicolas a vibré. Un message de Valérie. Urgent. Réunion demain. Philippe a pris le contrôle. Si vous ne revenez pas, nous perdons tout. Sandrine a vu le message par-dessus son épaule. Des problèmes, a-t-elle demandé, sa voix redevenue froide. Oui. L'entreprise. C'est sérieux. Très. Alors tu pars. Je ne sais pas, bien sûr que si. Tu as toujours fait le même choix. Le médecin est entré. Chloé allait mieux et pourrait sortir dans quelques heures. En le voyant, elle a souri à Nicolas. Vous êtes resté. Oui. Pourquoi? Il a cherché ses mots. Parce que je voulais être sûr que tu allais bien. Vous êtes gentil. Toi aussi. Le cœur de Sandrine s'est fendu. C'était réel. Cette tendresse était réelle. Mais il allait partir. Il partait toujours. Le retour à la ferme s'est fait en silence. Une fois Chloé couchée, il l'a retrouvée au salon. Je dois retourner à New York, a-t-il dit. La situation est critique. Alors, vas-y, mais je reviendrai. Je te le promets. Elle a ri amèrement. Tes promesses, Nicolas. Cette fois, c'est différent. J'ai une fille ici. Je tais-toi. Tu avais des raisons avant aussi. Et tu es parti. Elle avait raison. Il ne pouvait rien dire. Va, Nicolas. Mais ne fais pas de promesses en l'air. Pas à Chloé. Elle l'a laissé seul, déchiré. Il est parti. En faisant ses valises, il a écrit un message, je reviendrai. Promis. Il l'a effacé. Les actes, pas les mots. À la ferme, Chloé a demandé où il était. Il est parti à New York, mon cœur. Mais il revient, hein. Je ne sais pas, chérie. Moi, je l'aimais bien. Je sais. Moi aussi. C'est compliqué, a soupiré Chloé, imitant sa mère. À New York, il s'est plongé dans la bataille pour son entreprise. Mais son cœur n'y était plus. Les chiffres, les stratégies, tout lui semblait vain. Il ne pensait qu'à Valençol. Une semaine plus tard, il a écrit une lettre. Sandrine, j'ai compris que la vraie richesse n'est pas sur un compte en banque. Je reviens. Nicolas. La lettre est arrivée 3 jours plus tard. Sandrine l'a lue, le cœur partagé entre l'espoir et la peur. C'est alors que sa voisine, Madame Geneviève Mercier, est arrivée, paniquée. Sandrine. Ta ferme. Ils vont la vendre aux enchères. Pour des arriérés d'impôts. Impossible. Elle avait tout payé. Elle a retrouvé un avis officiel qu'elle n'avait pas ouvert. C'était vrai. C'était l'œuvre de Philippe. Elle allait tout perdre. Chloé l'a trouvée en larmes. Ça va aller, maman. Cette nuit-là, la petite fille a eu une idée. Elle a pris le téléphone de sa mère et a enregistré un message pour Nicolas. C'est Chloé. Maman a besoin de toi. On va perdre la ferme. Elle est très triste. Reviens à la maison. Je t'apprendrai à planter des choses. Elle a envoyé le message, puis l'a effacé de l'historique. Et elle a prié. À 3 heures du matin, à New York, Nicolas a reçu le message. La voix de sa fille. Son cœur s'est brisé. Il a appelé Valérie. Vérifie s'il y a une vente aux enchères prévue pour la ferme de Sandrine Martin à Valençol. La confirmation est tombée. L'ordre venait d'une filiale de son entreprise, signée par Philippe Moreau. Ce fumier. Organise une réunion avec lui. Demain matin. Le lendemain, il a affronté Philippe. Annule la vente. Ou quoi? A ricané Moreau. Tu es fini, Nicolas.
On verra. Il est sorti et a appelé Valérie. Annule tout. Je retourne à Valençol. Il a choisi sa famille. Sandrine était au Crédit Agricole, face au directeur, monsieur Jean-Luc Bernard, qui lui expliquait froidement que les dettes étaient réelles. Il n'y a pas eu d'erreur. Une voix s'est élevée derrière elle. Si, il y en a eu une. C'était Nicolas. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu réparer mes erreurs. Il a jeté un dossier sur le bureau du directeur. Ces dettes sont fausses. Et ces documents prouvent votre complicité avec Philippe Moreau. Le directeur est devenu livide. Je ne. Soit vous annulez tout, soit ce dossier part à la police. Le directeur s'est exécuté. Annulé. Nicolas a sorti son carnet de chèques. Et voici de quoi mettre la ferme à l'abri pour de bon. Dehors, Sandrine était sans voix. La ferme est en sécurité. Il s'est approché. Je sais que je ne mérite rien. Mais si tu me donnes une chance, je te prouverai que j'ai changé. Elle l'a regardé, a vu la sincérité dans ses yeux, et a hoché la tête. D'accord. Mais il va te falloir des bottes. Il a souri. J'en ai 3 paires. Elle a ri. Un nouveau départ. Dans les jours qui ont suivi, Nicolas s'est installé à Valençol. Il a appris le travail de la terre, sous les moqueries affectueuses de Sandrine. Un soir, il a dit « Je veux dire la vérité à Chloé. J'ai peur, Nicolas. Peur que tu repartes. Plus jamais. Mon encre est ici maintenant. » Un homme en costume, Stéphane Moreau, le cousin de Philippe, s'est présenté à la ferme, voulant acheter les terres. Nicolas l'a reconnu. La guerre n'était pas finie. Il a caché la vérité à Sandrine pour la protéger, mais elle l'a découvert. Une nouvelle dispute a éclaté. Tu me caches encore des choses. J'essayais de te protéger. Je n'ai pas besoin de ta protection, j'ai besoin de ton honnêteté. Elle l'a laissé, blessé. Il est allé trouver Chloé, qui pleurait. Tu vas encore partir, lui a-t-elle demandé. Non, ma chérie. Je ne partirai plus jamais. Parce que je suis ton papa. Elle l'a serré dans ses bras. J'ai toujours voulu un papa. Ensemble, ils sont allés voir Sandrine. Maman, c'est mon papa. Et je suis contente. Je crois que tu devrais lui pardonner. Sandrine a regardé Nicolas, a vu le changement, et a cédé. D'accord. Mais plus de secrets. Promis. Il a dénoncé publiquement les agissements des Moreau lors d'une réunion à la mairie de Valençol. Ils ont été démasqués. La ville l'a applaudi. Sandrine était fière. Ils ont découvert que c'était Madame Geneviève Mercier qui avait envoyé la lettre, pour les réunir. La vie a repris son cours, simple et heureuse. Un soir, Chloé leur a demandé « Pourquoi vous ne vous mariez pas ?» Nicolas a ri. « Tu as gâché ma surprise, princesse. » Il a fait sa demande quelques jours plus tard, sur la balançoire réparée. « Sandrine Martin, veux-tu m'épouser ?» Oui. 1000 fois oui. Le mariage a eu lieu à la ferme. Simple, beau, entouré de tous leurs amis. La veille, une lettre est arrivée. Nicolas avait vendu son entreprise, et versé une grande partie de l'argent sur le compte de la ferme. Mon avenir, c'est ici, avec vous. Le jour J, elle portait une robe blanche et des bottes de travail. Il portait un jean et une chemise blanche. Ils se sont dit oui. La fête a été joyeuse. Plus tard, ils ont dansé dans les champs de lavande. Tu te souviens? La lavande, symbole de renaissance. Comme nous. Sur le porche, sous les étoiles, il lui a dit, le jour de mon retour, tu avais tout, et moi, rien. Maintenant, je comprends. Tu avais l'amour. Elle a posé sa tête sur son épaule. Et maintenant, nous l'avons. Ensemble. Dans sa chambre, Chloé écrivait dans son journal intime, « Aujourd'hui, maman a épousé papa. Maintenant, on est une vraie famille. » Et les vraies familles, ça fleurit ensemble. Elle s'est endormie, le sourire aux lèvres. L'amour avait triomphé. À Valençol, sous la lune de Provence.